suis Timothée des Hauts-de-Seine. Tout d'abord, merci pour votre combat. J'aurais aimé avoir votre avis sur l'aspect contradictoire d'un désir, d'une part, de construire une famille, socle traditionnel et fondamental d'une société chrétienne, et, d'un autre côté, le désir de conquête, de recherche de nouveautés et de vie passionnelle. Comment finalement concilier ces deux pans, idéalement complémentaires, mais malheureusement contradictoires? Merci. Bon, bah là, c'est toujours pareil. Il faut réfléchir aussi par rapport à la société dans laquelle on est. Première remarque, aujourd'hui, on est une société du désir exacerbé. Ça, on l'a bien compris. Il suffit de lire Debord, Kluskar, voire Cousin, qu'aujourd'hui, la société marchande, même si en ce moment, d'ailleurs, on est en train de basculer dans autre chose, mais jusqu'à hier, la société marchande avait compris que pour vendre, puisque sa fonction première, c'est de vendre, notamment des pantalons à une jambe, hein, c'est-à-dire des choses inutiles, mais qui enrichissent certains, c'est se servir du désir sexuel pour vendre. Hein. C'était une bagnole à corps de femme, une boîte de lait, une paire de seins, etc. Tout ça, je l'ai moi-même écrit dès la fin des années 80. Hein, voilà. Donc, on est dans une société de désir, d'accélération par l'information mondiale généralisée, qui rend d'autant plus difficile, on va dire, le couple stable et la conjugalité à l'ancienne. Pour quelqu'un qui était issu d'un petit village de France en 1850, les tentations, qu'elles soient idéologiques, géographiques et statistiques, étaient 10 fois moindres qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour vivre aujourd'hui une conjugalité qui serait la même que celle d'un couple marié du siècle dernier, il faut une volonté 10 fois supérieure d'une certaine manière. La tentation est 10 fois plus forte. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner quand même de l'explosion du couple, des divorces, etc. Il y a une incitation extérieure qui demande, alors que moi je me rappelle, qui suis né en 58, mes parents ne se sont séparés que quand le dernier des enfants a quitté la maison, et à l'époque, je parle des années 70, le divorce était quelque chose de rare et de marginal, parce que même si on ne s'aimait plus, on restait ensemble par principe, la cellule familiale, les enfants, et même c'est une certaine logique économique. Hein. C'est beaucoup plus cher d'être tout seul que d'être à plusieurs. Hein. Ça aussi, il faut le comprendre. Alors après, il y a une confusion aussi de la modernité, c'est que on confond le mariage, qui est un pacte, une alliance dans un but de faire des enfants et dans un but de créer quelque chose qui s'appelle une famille, avec une dimension économique, une dimension de longue durée, et la passion et l'amour, voilà. Or, traditionnellement, si vous regardez comment ça s'est construit, le mariage est une décision familiale, des ascendants plutôt, qui marie un jeune homme et une jeune femme en fonction de réalités qui sont beaucoup plus sociales que liées au désir pur. Hein, voilà, le mariage d'amour est quelque chose de rare dans le monde ancien et dans le monde traditionnel. En Inde, aujourd'hui, ça n'a toujours pas de sens. Et puis, en réalité, ce qu'on appelle le mariage de raison existe toujours plus ou moins quand on gratte ce qu'il y a derrière le libre choix de chacun. Là, c'est la naïveté sartrienne de la liberté individuelle, et qu'on regarde, comment dirais-je, les présupposés et les déterminismes sociaux, culturels, civilisationnel, etc. Mais en tout cas, on est dans l'illusion et l'idéologie de l'amour-passion. Et on confond l'amour-passion et la conjugalité. Et ça, même un Becbédé l'a compris dans un roman qui s'appelait L'amour dure 3 ans, c'est que si on fonde tout sur la passion et le désir physique, ça dure 3 ans, effectivement. Or, quand on est là pour faire des enfants et créer une cellule familiale et un couple, parce que la vie est beaucoup plus dure quand on est seul, hein, il y a une complémentarité des sexes, etc., etc. C'est deux approches qui ne sont pas compatibles, hein, l'amour-passion et la conjugalité longue. Voilà. Donc aujourd'hui, on confond, et l'idéologie nous fait confondre les deux. Et donc, ça produit des catastrophes, puisqu'on veut se marier absolument par amour, sur des critères de désir, de pulsion. Et puis, à un moment donné, ça s'estompe. Et puis tous les autres problèmes sous-jacents ressortent, qui sont soit des problèmes de différence de classe sociale, des différences de niveau de culture, de différences de tradition culturelle, etc., etc. Hein, toute la sociologie est là pour nous le démontrer. Et donc, si je veux répondre à la question, comment articuler les deux ? Peut-être qu'effectivement, on a le droit, quand on est adolescent et célibataire, de chercher par tous les moyens de la modernité la meilleure épouse possible, et donc peut-être là de multiplier les expériences, d'expérimenter, de se former aussi.
à la fois à l'érotisme, à la compréhension de la femme. Et puis, à un moment donné, quand on a fait cette recherche et qui a duré quelques années, pas trop longtemps, peut-être de 20 à 30 ans, on se marie à un moment où on a déjà une maturité qui nous permette de comprendre que cet amour peut durer, ce qui n'est pas forcément le cas si on se marie à 18, 20 ans aujourd'hui, dans des situations d'immaturité très grandes, puisque ça aussi, la maturité a énormément reculé par rapport aux sociétés traditionnelles, hein. Il suffit de même le regarder physiquement. On était adulte à 18 ans, 16 ans au 18e siècle. Aujourd'hui, on n'est parfois pas encore adulte à 35, 40 ans, hein. Donc, on cherche, on chasse, on jouit, et puis après, on trouve la partenaire pour construire, et après, la perspective devient un peu différente, c'est faire des enfants, créer une cellule familiale, se partager les tâches, se respecter, se connaître, s'aimer d'une façon différente. Alors après, il y a aussi que dans la tradition, il ne faut pas se mentir, il y avait aussi la question des maîtresses, la question du bordel, la question du jardinier, et peut-être que dans le temps, on comprenait peut-être plus que l'homme pouvait avoir toujours des désirs qui étaient spécifiques à l'être masculin et qui n'impliquaient pas forcément il allait au bordel qu'il n'aimait pas sa femme. C'était peut-être même une façon de la respecter, de pas lui faire subir ses fantasmes sexuels, hein. On peut comprendre ça dans ce sens-là. Et pareil, la femme, à un moment donné, peut-être pouvait se lasser aussi d'être un objet sexuel et peut-être aspirer à autre chose compte tenu d'un parcours de couple qui lui a ouvert d'autres horizons, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut arriver à ne plus opposer l'amour et la conjugalité. Voilà. Et ça demande sans doute une grande maturité, une certaine intelligence. Alors, sans doute que ça existe, hein, ça doit exister, des couples qui ont atteint cette espèce de maturité qui peut être aussi considérée comme une duplicité, ou alors il y a le miracle de l'amour qui dure toute la vie et du conjoint qu'on aime indéfectiblement. Moi, je veux bien y croire, hein. J'ai été moi-même marié 18 ans. Mais voilà, on peut pas répondre à cette question d'un revers de la main en disant il y a qu'à, les hommes ont qu'à être fidèles, ne pas aimer que sa femme. Comme d'ailleurs souvent les cathos tradis sont très forts pour donner ce genre de conseils. J'ai remarqué un peu comme ça, méprisant et faisant fi de toute réalité. Puis quand on creuse dans leur réalité à eux, là, on tombe de haut. Je connais bien ce milieu, hein, je rappelle. Moi, je ne suis pas un converti de fraîche date. J'ai fait mes études à Stan, hein, et je chantais dans la chorale de Stan. Et je chantais la messe à Notre-Dame devant le cardinal Marty, quand d'autres, qu'aujourd'hui, qui me donnent des leçons de catholicisme, étaient encore, je ne sais pas quoi, droit de l'homiste, libertaire, etc., etc. Donc, je connais bien la réalité de ce monde-là. Et c'est pour ça que je n'aime pas qu'on se mente à soi-même ou qu'on repousse la complexité du réel d'un revers de main comme s'il suffisait de. Hein, voilà, le désir, c'est quelque chose, la tentation, c'est quelque chose. D'ailleurs, la religion ne nie pas le désir. Elle exige qu'on tente honnêtement d'y résister. Et quand comment dirais-je, on se soumet, qu'on est défait face au désir, qu'après on fasse acte de repentance, de contrition. C'est pour ça que la confession existe, hein, je le rappelle, hein. Voilà. Donc, question complexe, question qui me hante aussi moi-même, hein. Alors après, il y a une réponse qui vient aussi avec l'âge, ce qu'on peut appeler vulgairement la paix du slip. C'est que quand on vieillit, normalement, on se calme un peu sur ces questions du désir. Relisez pour ça la correspondance d'Héloïse et Abélard. Et à la limite, quand le désir s'estompe un peu avec l'âge, on arrive sans doute à une sérénité qui fait beaucoup de bien, hein, voilà. Et là, on est sur la question de la tentation et de toute la dimension satanique de la femme comme tentatrice, même malgré elle, hein, voilà. Alors quand en plus la société la pousse à être une tentatrice et n'incarner que ce modèle-là, hein, de la femme fatale, effectivement, c'est compliqué de s'en sortir sans dégâts.